docteur, il se raconte que vous avez été reçu par le ministre Bakongo, que vous avez souhaité rencontrer le président Ouattara. Est-ce que c'est vrai? Merci d'abord de me recevoir. Je salue tous les téléspectateurs, mais aussi les lecteurs de ce journal qui est vu avec la démocratie dans notre pays. Ce journal, notre voix. Effectivement, je suis rentré en Côte d'Ivoire le 9 juillet 2020 avec un message à la bouche, la réconciliation. Parce que c'est le contexte. Voilà. Le président Gbagbo, depuis Bruxelles, il avait déjà donné le tempo en recevant Bédié, depuis là on est dans cette logique-là. Et d'ailleurs, c'est au nom de la réconciliation que lorsque la crise était à son paroxysme, au niveau contre le troisième mandat, avec désobéissance, CNT et tout cela, lui, il a fait la proposition de dire dialoguer. Nous, on est dans la réconciliation. Donc, quand je suis arrivé, mon premier message, c'est de dire il faut que les trois présidents, Bédié, Gbagbo et Ouattara, se rencontrent et qu'ils se parlent. Et c'est dans cette optique-là que j'ai commencé à rencontrer un certain nombre de leaders politiques, des leaders d'opinion. Et donc, parmi eux, bon, évidemment, du côté du président Laurent Gbagbo, je me dis, bon, je l'ai défendu pendant une dizaine d'années, donc pratiquement, je connais un peu la trajectoire qu'il trace. Donc, voilà. Mais j'étais à Daoukro pour rencontrer le président Bédié. Vous avez reçu? Il m'a reçu. Il m'a reçu, c'était vraiment convivial. Il m'a même invité, après l'échange, à déjeuner. Ce qui montre quand même qu'un ancien président de l'Afrique ne peut pas déjeuner avec quelqu'un qui ne considère pas au moins un peu. Même si je veux dire, en tant qu'ancien président, il considère tout le monde, mais il m'a fait un honneur. Voilà. Donc j'ai aussi introduit une demande d'audience auprès du président Ouattara pour parler avec lui, pour lui dire que je suis rentré dans un contexte de la réconciliation et que j'ai un projet aussi pour la réconciliation. Lui dire comment est-ce que je vois la réconciliation. Parce que je suis un leader d'opinion. Donc j'ai quand même un avis à donner. La présidence m'a répondu en m'accordant une audience avec madame la conseillère spéciale chargée des droits de l'homme, madame Aimé Zébéyou. Elle m'a reçu, j'étais avec mes collaborateurs, une bonne délégation, et j'ai présenté mon projet, je lui ai même laissé copie. Mais vous savez, la question de la réconciliation, moi je la vois sous le prisme des droits de l'homme, mais c'est aussi une question politique. Donc il était bon pour moi de rencontrer le conseiller spécial chargé des questions politiques du chef de l'État. Et à Mme Zébéyou, j'ai rappelé que je demeure dans l'attente de l'audience avec le chef de l'État. Et donc je l'ai également dit au ministre Bakongo. Voilà. Et c'est pour cela qu'il m'a fait l'amitié de me recevoir tout de suite, parce que n'oubliez pas que c'est quand même mon ancien ministre de tutelle. Je suis enseignant à l'université, il a été ministre de l'enseignement supérieur, et donc il me connaît très bien. Donc il m'a appelé et j'ai été donc le rencontrer, c'était très intéressant. Et quelle suite a donné à votre demande, votre volonté de rencontrer le président Ouattara? Mais il a pris ça avec beaucoup d'intérêt. Il a estimé que, en tant que ministre, en tant que ministre conseiller chargé des questions politiques, il ferait ce qui est à son pouvoir pour que le président de la République me reçoive. De toute façon, ce serait un honneur, après avoir reçu le président Laurent Gbagbo au palais présidentiel. Je rappelle ces choses-là parce que les jaseries, j'en suis un peu fatigué, tu vois. Voilà. Et moi-même, quand je voyais la convivialité que le président Laurent Gbagbo a exprimé au palais présidentiel, je dis, oh là là, les hommes politiques, ils ont ce truc-là, où ils se passent le mot, ils se parlent et tout, et puis bon, voilà. Donc, souvent, j'ai bien envie que les militants, les sympathisants suivent un peu les traces de leur... Il ne faut pas que quand tu poses, on dit c'est le diable. Et pourtant, c'est comme on rigole, mais les critiques fusent et puis je souris. On dit non, c'est parce qu'ils veulent négocier sa réintégration. Mais c'est de droit. Avec le ministre Bakongo, j'en parlais, c'est de droit. Je suis enseignant à l'université. J'ai été en exil 10 ans. Pas de ma volonté. Et l'ONU m'a donné un statut de réfugié politique. Quand je reviens, au nom de la réconciliation, je demande ma réintégration. Avec les indemnités en rappel. On l'a fait pour des gens avant moi. Et souvent, je leur dis, mais attendez, le fils du président Laurent Gbagbo, j'étais en exil, elle était en Côte d'Ivoire, il travaillait ici. Arrêtez un peu de diaboliser les gens. Souvent, on ne veut pas parler, mais ne nous faites pas parler. Est-ce que vous êtes agacé donc par ces critiques qui fusent, venant essentiellement, pour ne pas dire uniquement du camp du président Gbagbo? Je suis malheureux et je suis foncièrement blessé. J'ai deux mots qui me viennent à l'esprit. Méchanceté et ingratitude. Quand je lis quelque part sur un poste
Bon, c'est pas un post écrit par mon frère Damana Picasse, mais c'est sur son mur, en tout cas, quelqu'un dit oh, depuis que Guillaume Soro l'a pris en charge en exil, il n'était plus autre EDS. C'est méchant. Tout le monde peut dire ça, sauf les partisans de M. Gbagbo. Guillaume Soro m'a mené en exil à cause de la rébellion. Il ne peut pas m'acheter. C'est un énorme sacrifice que j'ai fait sur moi pour le rencontrer les 17 et 18 septembre à Paris, à sa demande. Quelqu'un qui a été celui qui a été un peu mon bourreau, et puis il demande à me rencontrer. Il faut dire que j'étais déjà dans le tempo de la réconciliation. Il faut faire, c'est un sacrifice énorme. Oui, mais docteur, on peut aussi vous retourner ce sentiment parce que pendant longtemps aussi, vous avez été de ceux qui ont ostracisé tous ceux qui rentraient d'exil, vous étiez avec les Gbagbo, rien. Ah non, non, jamais, il ne faut pas dire ça. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un cas concret, parce que moi je ne parle pas dans le vent. Tout le monde a diabolisé mon ami John Yali. John Yali, c'est un grand artiste, c'est mon ami. Toutes les conférences que j'ai faites en Italie, dès que je l'appelais, John Yali, il suffit que je paye son billet d'avion, il descendait. Il animait la première partie pour chauffer la salle, et puis je faisais les conférences. Pour notre pays, incarné par le président Laurent Gbagbo. Quand ce monsieur a eu un contrat, c'est un artiste. Il a eu un contrat, je crois que c'est John Jay qui lui a fait un truc ici en Côte d'Ivoire, il devait faire une prestation au Palais de la Culture. On dit, le diable, le traître. Arrêtez un peu. Si, vous savez, grâce à votre journal, je vais vous faire une anecdote. Lorsque les gens ont commencé à me salir, notamment avec cette dame qui a fait la prison récemment, je ne vais même pas dire son nom. Alain Zaté. D'accord? Lorsqu'elle m'a vilipendé et tout, je crois que, je ne sais pas si c'est mon jeune frère et ministre Blé Goudé qui m'a appelé, ou bien c'est moi qui l'ai appelé, mais comme on se parle souvent, donc je lui dis, il me dit, oh grand frère, vraiment je te soutiens. Tu lui dis, mais Charles, si toi-même Blé Goudé, Charles Blé Goudé, des partisans de Gbagbo t'ont vilipendé, mais c'est pas moi, Boga, qu'ils vont épargner. Et à Blé Goudé, il me dit, ah, grand frère, si Simone Gbagbo elle-même, elle a été vilipendée, c'est pas moi, Blé Goudé. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. On ne peut pas être ensemble. Mener un combat, dès que tu poses un acte, on commence à te suspecter et puis te traiter de tous les noms. Ça ne marche pas avec Dr Boga. Parce que moi, c'est Dieu qui me guide et puis je mène mes actes. Je suis très fier de ce que j'ai mené comme combat et puis personne ne peut venir me distraire. J'ai défendu le président Laurent Gbagbo, pas en tant que FPI, pas en tant que BT, mais en tant que le président de la République de mon pays qui a été bombardé par la communauté internationale. Je n'ai pas accepté cela. Et je l'ai défendu parce qu'il incarnait mon pays. Alors aujourd'hui, quand je dis qu'il faut aimer le pays, plus que les hommes politiques, les gens jasent, mais vous n'avez rien compris. Est-ce qu'à posteriori, ce n'est pas une réhabilitation de tous ceux qui n'avaient pas la même démarche que les Gbagbo, rien, parce que cette affaire va commencer aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire, vous savez, c'est une question d'appréciation. Peut-être, quand vous me parlez là en filigrane du président Afinguessan, par exemple. On peut en parler. On peut en parler, oui. Je l'ai rencontré à la Ève. Vous savez, ce qui est intéressant dans mon cas, c'est que quand j'ai une observation, je la fais directement. Je lui ai fait l'observation. Moi, j'ai estimé que au plus fort de la crise, s'il avait adopté une autre stratégie, peut-être qu'on aurait écouté même notre exil. Peut-être que ce combat, on l'aurait gagné. Ça, ce sont des peut-être, ce sont des hypothèses, parce qu'on ne peut plus refaire l'histoire. Lui, il a estimé qu'il fallait discuter, dialoguer très tôt avec le pouvoir. Au moment où nous étions dans la radicalité où nous étions, on ne pouvait pas accepter cela. Donc, au moment où on boycotte, lui, il est allé à l'élection de 2015. Ça, c'est un fait. Mais aujourd'hui, quand on a fait le tour, après les CNT, les désobéissances civiles, et qu'on arrive au finish, au dialogue, il a eu raison un peu trop tôt. Sans doute, hélas. Alors, vous étiez, il y a quelques semaines, à Beaunois, oui. Où vous avez pris la parole aux côtés de l'ancienne première dame, Simone Olivier Gbagbo. Vous avez dit, je cite de mémoire, à peu près ceci, il y a le nom de mariage qui pose souvent problème, et Mme Gbagbo, il faut prendre vos sobriétés. Qu'est-ce que vous vouliez dire concrètement? Qu'est-ce que vous attendez de l'ancienne première dame? Ça me fait sourire parce que ça, c'est vraiment du beau gars. Je suis un homme libre dans la tête. Vous savez, les gens veulent nous amener à aimer Laurent Gbagbo et à haïr tout le reste, dont Mme Simone Gbagbo. J'ai été choqué dans mon exil, dans les derniers mois de mon exil, lorsque j'ai vu
la même dame dont je parlais tout à l'heure, me souiller l'image de Mme Simone Evie Gbagbo. Je suis choqué. J'ai été choqué. À telle enseigne que j'ai fait une conférence publique directe sur les réseaux sociaux avec Ovadjab, vos amis Ovadjab, en direct pour faire une conférence pour réhabiliter Mme Gbagbo à l'occasion du 8 mars dernier. La conférence a eu lieu le 7 mars 2021. Mais pourquoi? Parce que Simone Gbagbo, là, sur tout le continent africain, peut-être elle va être l'une des rares. C'est vrai qu'il y a eu, en Côte d'Ivoire ici, il y a eu Mme Dagri Diabaté, mais quand on prend son parcours, moi je ne la compare à personne. Même Mme Mandela, même Winnie n'a pas la même carrure que Mme Gbagbo. Et puis surtout, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle a été au premier plan. Et c'est pas moi qui le dis, comme vous prenez comme un homme comme Abdourahmane Sangaré, qui dit même que l'idée même de créer un parti politique là, appelé FPI là, c'est elle qui le... Mais attendez, ça c'est un monument. Si vous êtes des militants politiques et que dans votre cellule, vous avez des règles, il y a des dinosaures qu'il faut respecter. Au même niveau, il ne faut pas accepter d'en vilipender. C'est pour cela que j'ai de l'admiration pour cette dame. Et avec tout ce qu'elle a souffert, surtout dans la crise de 2010-2011, et que nous aussi on a souffert en exil, je lui dis, elle mérite d'être honorée et d'être respectée. Curieusement, ceux qui la vilipendent sont très proches du président Gbagbo. La dame dont vous parlez est venue dans l'avion avec le président Gbagbo. Mais je peux dire malheureusement, et même dans mon cas précis, n'oubliez pas que quand elle m'a, la même dame, comme par hasard, m'a insulté. Je pense que tout ça s'est habillé dans le même sac, en fait. Quand elle m'a agressé, tout cela, j'étais prêt à porter plainte. Je n'ai vu personne. Je n'ai vu aucun ami m'appeler pour dire, Docteur Boga, vraiment, toutes nos compassions, vraiment, les gens sur les réseaux sociaux font faire semblant. Personne ne l'a fait. Et pourtant, je sais très bien, ses acquaintances avec mon ami Demba Traoré. Pourquoi je cite son nom? Vice-président de EDS comme moi. Ils sont rentrés, ils nous ont rejoints il n'y a pas trop longtemps. Pourquoi je cite son nom? Parce que quand elle a été arrêtée, le premier avocat qu'ils ont appelé pour venir la défendre, c'est mon avocat personnel et ami, Maître Kwamene Hervé. Maître Kwamene Hervé, d'abord il a défendu le premier jour, mais il leur a dit je ne peux pas la défendre éternellement et indéfiniment parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Elle a insulté mon ami, Dr Boga Sako Gervais. Il a dit à M. Demba Traoré, je trouve ça petit et je trouve ça méchant. Parce que pour moi, quand on est dans une coalition, nous sommes d'abord des amis. Quand il y a un qui est agressé, il y a un qui est attaqué, surtout par nous-mêmes, nos militants ou sympathisants, il faut le leur dire. Donc leur militant m'insulte, il m'agresse, silence radio. Ils insultent la première dame, on l'agresse, silence radio. Vous pouvez accepter ça? Et moi je viens ici en Côte d'Ivoire, on me convoque à la justice. On me place sous contrôle judiciaire. Mais personne n'appelle pour dire vraiment du courage. Sauf le président Georges Amawanya avec qui j'ai des rapports de grand frère, petit frère, qui était au courant et qui m'appelait. Mais personne. Il a fallu mes avocats, il a fallu mes militants, mes amis. Quand je dis militants, je veux parler des militants de la FIDOP à l'extérieur pour me soutenir, pour prendre des avocats à l'extérieur, ici en Côte d'Ivoire, pour que je sois protégé. On ne fait pas ça. Mais quand tu dis que tu démissionnes, là ils sont en branle. Là ils sont très inspirés. Oui, je reviens à ma question. Qu'est-ce que vous insinuez quand vous avez dit à la première dame de prendre son destin à main parce qu'elle est loin par Dieu? D'abord, c'est pas la question, nous sommes tous loin par Dieu et chacun a un destin. Et ce que j'explique grâce à vous, je suis moi-même, je suis là. Je lui ai dit que quand on se marie, il y a des noms qui portent bonheur, il y a des noms qui portent malheur. Je le lui ai dit et c'est vrai. Je suis un homme. Mon ex-épouse, elle est là. Elle occupe des responsabilités dans ce pays. Je ne veux pas la nommer. Les noms, tant on porte... Vous lui avez porté malheur ou bien c'est elle qui vous a porté malheur, votre ex-épouse? Ah non, moi j'ai... je pense que j'ai dû lui porter bonheur. Mais même, parlant de la première dame, le nom Gbagbo lui a porté, c'est un nom honorifique. Maintenant, grâce à vous, je vais expliciter pour que les gens comprennent. C'est un nom honorifique. Mais en même temps, c'est pas parce que ce nom est honorifique que tu n'es plus toi. C'est un mariage. Si le mariage s'arrête, tu es toi. Tu dois pouvoir être toi.
C'est ce que ça voulait dire simplement. Ça ne veut pas dire autre chose que cela. On se marie. Si on pense qu'à un moment donné, ça ne peut plus faire... C'est pas la fin du monde. Tu dois être toi. Et moi, parlant de Simone Gbagbo, mais c'est une femme d'exception. Donc, qu'elle soit elle, oui. Donc on dit que c'est parce que vous êtes justement proche d'elle que vous avez fini par démissionner de votre fonction de 5e vice-président de l'EDS. Mais ça aussi, c'est malheureux quand même. Ça, vraiment, c'est malheureux. Donc, et moi, je constate un peu que puis j'ai vu des gens, des amis, que, vraiment souvent, je ne vais pas donner son nom parce que c'est malheureux. Des gens que je pensais être capables de tenir la dragée, de prendre la hauteur, ils sont tombés dans la plèbe, dans la gadoue. C'est malheureux. Simone Gbagbo ne peut pas me regarder, moi, docteur Boga, et puis m'entraîner dans quoi que ce soit bien, me dire non, docteur, c'est pas possible, je suis un homme trop libre. J'ai été là-bas parce que le problème, c'est que autant j'ai de l'admiration pour Laurent Gbagbo, autant j'ai de l'admiration pour Simone Gbagbo. Et moi, ne m'entraînez pas dans vos crises. Peut-être même que je démissionne aussi pour ne pas rentrer dans les crises internes. C'est ça aussi l'une des raisons de ma démission. Il y a trop de crises internes à EDS. Trop de crises internes. Je ne peux pas. Je suis un homme de la société civile. Ma place, non. Mon combat là, il est fini. Le président Gbagbo est sorti de prison. Il est venu à Abidjan. Il est réhabilité. Il va refaire la politique. Comme je suis société civile, je me retire. Mais ne me dites pas, comme vous aimez Laurent Gbagbo, n'allez plus chez Simone Gbagbo. Je suis désolé. Parce que si demain matin elle me sollicite, je viens. Si elle a besoin que je vienne à un panel, ou bien je viendrai la rencontrer. Mais c'est une icône, Simone Gbagbo. De la même manière que Laurent Gbagbo est une icône, Simone en est une aussi. Et ça, c'est ça mon problème. Mon problème, c'est que je suis incontrôlable. Mon problème, c'est que je suis indomptable. Parce que je suis trop libre. Et c'est au nom de ma liberté que j'ai rendu ma démission. Et c'est au nom de ma liberté qu'on m'agresse, mais j'assume. Ah oui, il y a beaucoup de commentaires. Quel est votre sentiment finalement à la suite de ces commentaires qui ont été tous à la limite injurieux, tel autre, il va pour son ventre, tout ça. Comment vous avez ressenti les réactions, vous avez dit, même parfois de vos proches amis qui... Je reviens sur les deux mots, les deux maîtres mots. Méchanceté, ingratitude. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Moi, j'ai sacrifié mes enfants pendant 10 ans. J'ai sacrifié ma carrière. Mais le fils de Laurent Gbagbo était dans ce pays, il travaillait. Il percevait ses salaires. Il ne faut pas que les gens soient méchants. Je trouve ça trop méchant. Alors, on va revenir à votre projet sur la réconciliation, pour lequel vous faites un peu le tour. Il se résume à quoi, concrètement, en quelques mots? Il se résume à préparer une paix durable qui peut être pérenne après les 3 grands leaders. Je répète, si nous n'y prenons garde, après les 3 grands leaders, la Côte d'Ivoire peut exploser. Et moi, mon combat, c'est que les 3 nous laissent un pays vivable, un pays paisible. Donc, dans notre projet, on met d'abord la pression sur les 3 pour qu'ils se rencontrent et qu'ils se parlent. J'ai expliqué que si les 3 là disent qu'ils vont se présenter encore en 2025, vous imaginez la suite. Si les 3 là s'entendent pour dire on a trop fait, ça fait 30 ans qu'on se bat, maintenant là ça suffit, laissons la nouvelle génération. Si les 3 là se sont mis d'accord, dès le lendemain, ils vont nous mettre une nouvelle CEI. Parce que comme les 3 ne sont plus acteurs, ils vont dire bon, chacun prépare son poulet, mais mettons l'appareil et puis on est les arbitres. Ce serait tellement beau. Donc, sur ce premier point, au finish, si les 3 ne s'entendent pas, nous, dans notre projet, il est écrit noir sur blanc que nous allons militer pour un référendum pour que la limitation de l'âge soit restaurée dans la Constitution. Et parmi les 3 là, je sais qu'il y aura au moins un qui dira à ses militants de voter non, pendant que les autres diront de voter oui. Parce que je suis sûr. C'est une prophétie. Je suis persuadé, quand je fais ma lecture, surtout de la dernière élection, je peux me tromper. Mais j'ose croire qu'il y a au moins un qui ne sera plus intéressé par 2025. En ce moment-là, comme nous allons militer pour que le oui au référendum passe, nous serons soutenus par au moins un des 3. Pourquoi
pourquoi est-ce qu'il est bon de faire un référendum? Supposons que M. Ouattara dise, il est fatigué d'ailleurs, même il ne voulait pas faire un autre mandat, il avait dit en congrès dans ce pays, il avait dit. Et puis finalement, il a fini par faire un autre mandat. Supposons qu'il dise, écoutez, moi, je remets la limitation d'âge par décret. Il y en a qui peuvent penser qu'il a fait à cause d'eux. Si on demande au peuple, ça vient beaucoup plus de la base. Et ça a un caractère beaucoup plus démocratique et fort. Pourquoi on peut plancher sur une telle hypothèse? Mais parce que, même si nous sommes des démocrates, et que la démocratie, mais même les lois que nous prenons dans toute république, les lois sont discriminatoires. Hein. Toute loi, c'est pour discriminer. Quand on dit qu'on ne peut pas être président avant 40 ans, on sait qu'on discrimine celui qui a 35 ans. Donc dans tous les cas, il y a une discrimination. Mais si pendant 30 ans, le pays a été cristallisé autour de 3 personnalités qui sont très aimées passionnément, et à partir desquelles on s'entretue, à un moment donné, puisque eux tous ont dépassé 75 ans, à un moment donné, on peut dire, bon, prenons une disposition pour que les 3 soient remerciés, ovationnés, et que la jeune génération prenne la relève. À défaut de le faire moi seul, par ma voix, à défaut de laisser M. Ouattara prendre une telle responsabilité, demandons au peuple. Ça participe de notre projet. Autre chose, après la rencontre des 3, après la question du référendum, il y a la tournée au niveau de tout le pays. On aurait dû même commencer par ça. Parce que ça, on est prêt à enclencher ça dans un mois, à peu près 1 mois ou 1 mois et demi. Parce que je tiens à aller à l'ouest. Moi, je voudrais aller à l'ouest. En tant que militant de droits de l'homme, avec tous mes amis, aller à l'ouest pour que nous puissions constater. Parce que, écoutez, les gens passent. Il faut que les données restent, il faut que l'histoire reste, il faut que les images restent. L'Ouest a payé le plus lourd tribut de nos crises, surtout la dernière crise. Il ne faudrait pas que cela reste comme cela vint. À Genève, je fais partie de ceux qui ont déposé un dossier. Maître Serizoku était mon avocat. Quand nous sommes allés au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pour déposer un dossier contre le génocide, ouais. Moi j'ai appelé ça le génocide, ouais. Même s'il y a des fils, ouais, et des filles, ouais, qui considèrent que ce n'était pas un génocide. Moi, je dis les choses, mais ce n'est pas moi qui décrète les génocides. Il y a une instance des Nations Unies qui peut dire « Ah, il parle de génocide, allons vérifier, allons enquêter. » Et c'est à elle maintenant de vérifier, parce qu'il y a 3 conditions pour un génocide. Bon, on ne va pas rentrer dans ces questions techniques-là. Donc, voyez-vous. Donc, moi, je voudrais pouvoir commencer par l'Ouest et après l'Ouest, sillonner un certain nombre de pays. Mais ce projet-là, c'est un projet national. Il faut qu'il soit porté au plan national et par des bailleurs de fonds internationaux, comme aussi par l'État. Je me rappelle, à l'époque, on avait monté un projet comme ça avec M. Guy Honoré. Quand la rébellion est née en 2002, on a créé le collectif de la société civile pour la paix. Et je représentais la LIDO au sein de ce collectif qui était présidé par M. Guy Honoré. Et nous avons sillonné toute la partie gouvernementale et puis après la zone de la rébellion. C'était un grand projet et c'est ce projet-là que nous avons pour ambition de réaliser. Alors, vos premiers interlocuteurs, quelle a été leur réaction vis-à-vis de ce projet? Ceux à qui vous avez déjà commencé à parler. Ah non, mais il est très bien accueilli. Il est très bien accueilli. Et c'est pour cela que dans cette posture-là, vous comprenez que je ne peux pas être en même temps dans une coalition appartenant à un camp et puis vouloir réconcilier tout le monde. Comme je suis de la société civile, par mon acte même, je prouve à la Côte d'Ivoire, je prouve à tous les Ivoiriens que je suis capable. Moi, je n'ai pas vraiment d'être... Il y en a qui pensent qu'on suivait Laurent Gbagbo pour des postes, on suivait Laurent Gbagbo pour avoir son nombre et tout ça. Non! Laurent Gbagbo était président ici, là, je ne le critiquais pas. Monsieur Guillaume Bateau, vous m'avez jamais vu à la télévision lorsqu'il y a eu les déchets toxiques. Qui a demandé que le gouvernement soit dissous? C'est Dr Boga, président de l'APDH. Et monsieur Bani a respecté cela à Yamoussoukro où il a déposé sa démission. Simplement parce qu'il fallait enlever le ministre des Transports qui s'appelait Anaki Kobena. Comme c'était un gouvernement de coalition, M. Gbagbo ne pouvait pas le faire comme ça. Donc il a fallu la démission de tout le gouvernement et il a profité pour extirper M. Anaki Kobena. Et il a profité pour sanctionner le gouverneur d'Abidjan, pour sanctionner Non, attendez, l'histoire est là. Le président Laurent Gbagbo, moi je l'ai critiqué quand il était président. Donc aujourd'hui, si j'estimais que je l'ai défendu parce qu'il a été victime, il faut que les gens respectent cela un peu. Tout le monde peut me vilipender, mais pas eux. Même, je les laisse. Merci beaucoup, docteur. C'est moi. C'est moi qui vous remercie.